Voilà, nous avons vu précédemment que pour nous le pacte était légitime, c'est la capsule numéro 1. Nous avons vu que le changement se justifiait, que l'école produisait trop d'inégalités. Maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi l'école produit des inégalités. Et cette première capsule sur l'explication des inégalités voudrait se centrer sur les facteurs politiques des inégalités. Et donc, sur ces facteurs politiques, une première question à se poser, c'est à quoi sert l'école? Ça semble évident à tout le monde de dire, bah oui, bah évidemment, l'école, ça sert à instruire, à éduquer, à socialiser, à former tous les élèves. Ça tombe sous le sens, et on est d'accord, bien sûr. C'est ce qu'on va appeler la fonction manifeste de l'école. Il s'agit bien d'instruire, éduquer, socialiser, former tous les élèves. Mais l'école sert aussi, et tout le monde le sait aussi, mais on oublie souvent d'en être conscient ou de le redire, c'est que l'école sert aussi à distribuer des places qui sont fondamentalement inégales. Autrement dit, il y a une corrélation très forte entre la trajectoire scolaire de quelqu'un et sa trajectoire socio-professionnelle. Raison pour laquelle les parents attachent évidemment beaucoup d'importance à la réussite de l'enfant. On voit toutes les angoisses autour du CEB, par exemple. Pourquoi? Ben parce qu'il s'agit, dans cette distribution des places, d'être parmi les premiers, parce que si on est parmi les premiers à l'école, on sera parmi les premiers à l'emploi, dans l'emploi également. Et donc, cette deuxième fonction qu'on appelle la fonction latente, que les sociologues appellent la fonction latente de l'école, vient en contradiction, bien sûr, avec la fonction manifeste. Pourquoi? Ben parce que si l'école est chargée d'instruire, éduquer, socialiser, former tous les élèves, ben alors bien sûr, les échecs, on peut les considérer comme un problème. L'échec des milieux populaires, c'est un problème par rapport à ça, puisqu'on est chargé d'instruire et d'éduquer tout le monde. Par contre, si la fonction de l'école, c'est surtout de distribuer, de légitimer des places inégales. Légitimer, pourquoi? Ben parce qu'on peut aspirer à une bonne place, parce qu'on a eu un bon diplôme, et parce qu'on a bien réussi à l'école. Ça vient légitimer les inégalités. Donc on distribue l'inégalité et on légitime l'inégalité par l'école. Et dans ce cas-là, bien sûr, ben, l'échec des milieux populaires, ça n'est pas un problème. C'est malheureux à dire, mais c'est une solution. Pourquoi est-ce que c'est une solution? Mais parce que c'est l'échec des uns qui valorise la réussite des autres. Le diplôme que tout le monde peut avoir. Si tout le monde, même pour le CEB par exemple, on voit que cette année, le CEB est tombé à 85% alors qu'il était à 93% grosso modo l'année passée. Alors un CEB à 93%, on entend bien des parents qui râlent, des enseignants qui râlent, qui disent mais c'est trop facile parce que tout le monde l'a. Mais tant mieux si tout le monde l'a. Oui, non, pas tant mieux si tout le monde l'a au nom de la fonction manifeste. Mais s'il s'agit de commencer à distribuer des places inégales et donc à faire de l'inégalité, à justifier ces inégalités, alors on a besoin de l'échec des uns pour justifier et valoriser la réussite des autres. Et évidemment, ça tombe bien, on peut se permettre de faire échouer les enfants de milieu populaire et c'est la meilleure solution pour garantir la distribution et la légitimation des meilleures places à ceux qui sont déjà en place, c'est-à-dire aux plus riches. Et donc là, on est dans une contradiction énorme, c'est une injonction paradoxale qui pèse sur l'école et qui pèse d'abord sur les premiers acteurs de l'école, c'est-à-dire les enseignants. Parce que ce qu'on demande aux enseignants, c'est de faire réussir le plus grand nombre, si possible de faire réussir tout le monde. Il y a un décret école de la réussite. Mais en même temps, même si on ne le dit pas très, très fort et très bien, c'est ce qu'attendent tous les parents qui amènent leurs gosses à l'école, ils attendent non pas que tout le monde réussisse bien, ils attendent que leur enfant réussisse mieux. Parce qu'il s'agit de se préparer à la lutte des places. Et cette lutte des places commence à l'école. Et donc ils sont pris dans une injonction paradoxale. On leur demande de faire une chose et son contraire. On leur demande de faire réussir tout le monde et on leur demande de faire échouer certains pour valoriser la réussite des autres. Et ça, c'est impossible. Les enseignants sont placés dans un système impossible. Alors comment est-ce qu'ils arrivent à survivre à cette contradiction? Eh bien, hypothèse de travail, c'est que s'ils arrivent à survivre à cette contradiction, c'est parce qu'il y a une foi en l'égalité des chances, on arrive à faire croire en l'égalité des chances, et en même temps, on arrive à cacher cette distribution sociale des échecs. La majorité des enseignants et des parents ne connaissent pas les statistiques de réussite et vont expliquer les inégalités de réussite autrement, et en continuant à avoir foi en l'égalité des chances.
Une des hypothèses pour dire que l'école en communauté française de Belgique est une des écoles qui reproduit et qui renforce le plus les inégalités, c'est que sans doute, en fait du quasi-marché scolaire, je vais revenir après sur cette idée du quasi-marché scolaire, sans doute du fait du quasi-marché scolaire, la fonction latente en Belgique est beaucoup plus dominante. La question de la distribution et de la légitimation des places à l'école devient plus forte que sa fonction manifeste, instruire, éduquer, socialiser, former tous les élèves. Alors ça entraîne une condition qui est nécessaire si on veut changer l'école. Si on veut changer l'école, si on veut une école de la réussite et de l'émancipation, des enfants populaires aussi, alors il est nécessaire de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Première chose, il est nécessaire de prendre conscience de cette injonction paradoxale qui est faite à l'école. On ne peut pas continuer à demander aux enseignants de faire réussir tout le monde et en même temps de faire des échecs pour valoriser les réussites. C'est impossible, il s'agit de prendre conscience de cette injonction et de son origine sociale, de la contradiction du système. Deuxième chose, il est indispensable de prendre aussi conscience de la nécessité structurelle de l'échec dans le système. À partir du moment où on a une société inégale, l'échec est nécessaire à la reproduction de la société inégale et on ne pourra lutter contre ça que si on est bien conscient qu'on ne pourra pas éliminer ça. L'échec scolaire n'est pas un dysfonctionnement. On ne peut pas continuer à concevoir l'échec scolaire comme un problème. Il faut le considérer comme une solution qui a été trouvée pour valoriser les réussites et contre laquelle il faut lutter et remettre en question cette nécessité structurelle. Et le tronc commun est une des voies pour cela. On va y revenir par la suite. Enfin, autre condition nécessaire, il s'agit bien d'avoir la volonté politique, d'avoir le projet politique à tous les niveaux, de résister à cette logique de distribution et de légitimation de places inégales. Deuxième dia concernant les facteurs politiques des inégalités, c'est comment l'école est-elle organisée en Belgique francophone. On ne se rend pas assez compte que l'école est organisée d'une manière extrêmement spécifique que très peu de pays au monde connaissent. En Belgique, l'école, on peut dire qu'elle est organisée par le marché. Ça veut dire quoi qu'elle est organisée par le marché? Ça veut dire que depuis la Constitution belge 1831, il y a eu un deal entre les libéraux et les catholiques de l'époque. Les uns voulaient la liberté de la presse et les autres ne la voulaient pas. Les autres voulaient la liberté scolaire et les uns ne la voulaient pas. Et donc, on a décidé d'échanger l'un contre l'autre. Et on a donné à la fois la liberté de la presse, c'est tant mieux, mais on a aussi donné la liberté scolaire. C'est inscrit dans la Constitution, c'est rappelé dans le pacte scolaire. Donc ça veut dire qu'il y a une liberté de l'offre éducative. N'importe qui, d'une certaine manière, peut offrir une école. Et il y a la liberté de la demande, c'est-à-dire la liberté des parents d'inscrire leur enfant dans l'école de leur choix. Et donc, si on a une liberté de l'offre et une liberté de la demande, on est bien dans le cadre d'un marché, et on dit marché, quasi-marché scolaire, puisque ce ne sont pas directement les parents qui payent, mais qu'il y a une subsidiation. Mais cette subsidiation se base sur cette double liberté, et donc on parle de quasi-marché. Alors ce quasi-marché scolaire, il faut le mettre en parallèle avec le marché du travail, évidemment. Marché du travail, en sachant que depuis maintenant pratiquement 50 ans, en tout cas 45 ans, on a un volet de chômage, un taux de chômage de grosso modo 15%, que donc les emplois sont rares, ils sont évidemment inégaux en termes de salaire et de conditions de travail, et ils sont présumés, mais sans doute à juste titre, ils sont présumés très liés aux trajectoires scolaires. Dès lors, les parents vont utiliser la double liberté, vont utiliser leur liberté de demande par rapport à la liberté de l'offre, par une série de stratégies pour essayer d'obtenir le maximum pour leur enfant. On ne peut évidemment pas le reprocher. Il est logique que les parents, dans le système tel qu'il existe, fassent tout pour que leur enfant soit parmi les meilleurs, ou en tout cas vont faire tout pour qu'il ne soit pas parmi les plus mauvais, parce que les plus mauvais feront partie des 15% de chômage. Et donc, il va y avoir une pression, comme ça, depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, il va y avoir une pression de la demande sur l'offre pour que l'offre s'adapte aux attentes des parents. Et ça, il faut le rappeler, dans une conjoncture toujours plus anxiogène, puisque sans doute pour la première fois depuis de nombreuses générations, la génération actuelle craint que ces enfants ne soient moins bien lotis, n'aient moins de facilités sociales et économiques qu'eux. Pour la première fois, on serait dans une logique descendante de génération en génération. Donc les parents ont très peur, ils ont très peur de cette logique, de l'évolution économique, ils ont peur également de l'évolution écologique, une série de craintes. On est bien dans une conjoncture qui produit de l'angoisse, et cette angoisse va venir renforcer les stratégies des parents
pour aller dans le sens de ce qu'on a appelé tout à l'heure les niches éducatives. Les écoles ghetto, les écoles sanctuaires, vont renforcer à l'école une logique de compétition parce que ce qui attend les jeunes à la sortie de l'école, c'est la compétition économique. Et donc, cette logique de compétition va produire de la sélection, et de la sélection par l'échec et par la relégation, chaque fois par anticipation au niveau suivant. C'est-à-dire qu'en maternelle, on va sélectionner en fonction du primaire, en primaire, on va sélectionner en fonction du secondaire, et finalement, on pourrait dire que dès la maternelle, on commence déjà la sélection en fonction de l'entrée, de l'examen d'entrée en ingénieur. Et donc, c'est tout ça qui entraîne cette logique de compétition et de sélection, avec comme corollaire un appauvrissement des contenus, puisqu'on est tout le temps plus dans une logique d'évaluation, et d'évaluation répétée pour savoir qui est le meilleur, qui est bon, qui est moins bon, etc. Et donc on va avoir beaucoup plus en jeu des savoirs de distinction qui sont facilement évaluables. Ce sera beaucoup plus difficile d'entrer dans une logique de compétences alors que par ailleurs on demande de travailler les compétences. Pourquoi? Parce qu'il faut que les contenus soient évalués très vite et très souvent pour s'assurer de sa place dans le marché. Voilà les deux grands facteurs d'explication des inégalités au niveau politique. C'est d'une part l'organisation par le marché et ses effets sur la distribution dans les écoles. Nous allons maintenant venir avec la capsule suivante aux explications pédagogiques des inégalités, parce que bien sûr tout ceci ne peut se comprendre qu'en essayant de comprendre aussi pourquoi les enfants de milieux populaires échouent plus que les autres enfants.